Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ces rencontres de l'hémicycle. Vous le savez, hein, depuis le 3 mai en France, on peut se balader. Il n'y a plus la barrière des 10 km autour de son domicile. On a l'impression de nouveau d'être en pleine mobilité, en pleine liberté. Eh bien, précisément, ces rencontres de l'hémicycle sont consacrées à la mobilité, avec une très belle étude réalisée par le Movinon, avec l'aide de Kantar, mobilité douce, comment va-t-on se déplacer, notamment dans le cadre urbain, que pensent les nouvelles générations de leur mobilité, auront-elles accès, auront-elles envie de se déplacer, tiens, par exemple, avec les transports en commun, en voiture? C'est toutes ces questions qui vont nous intéresser dans ces rencontres de l'hémicycle. Je voudrais saluer à distance le président de Michelin, Florent Ménégo, qui est avec nous. Président, bonjour, monsieur Ménégo, soyez le bienvenu. Bonjour Monsieur Revel, bonjour à tous. On va bien sûr parler de cette fameuse étude, la mobilité vue par la jeune génération dans un monde post-Covid, parce qu'on espère tous qu'il y aura un monde post-Covid et que ce monde sera, sinon meilleur, en tout cas, que ce monde va exister par définition. Je salue également la présence de Carlo Piuransanta, le président de Microsoft France. Bonjour. Carlo, bonjour, soyez le bienvenu. Et puis Guillaume Saint pour Kantar, c'est important parce que c'est vous qui avez réalisé cette étude. On en parlera dans quelques instants sur la méthodologie, sur les grands enseignements qu'on doit tirer de cette étude. Mais je voudrais, Président Ménégo, tout de suite vous demander, c'est quoi Movinon, puisqu'on parle beaucoup de cette étude et de Movinon. Ça s'appelle For Ambition to Action. C'est un bon résumé quand même. Oui, oui, Moviland, c'est un écosystème qui veut réunir toutes les personnes intéressées par développer une meilleure mobilité, plus accessible et en même temps qui a beaucoup moins d'impact. Et Moviland, c'est un espèce d'énorme connecteur entre toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent s'intéresser à développer plus de mobilité, moins d'impact et plus accessible. Alors Quand on parle, Florent Ménégo, quand on parle de mobilité, on parle de mobilité douce. Dans le cadre urbain, vous avez l'impression, que suivant les générations, on n'a plus la même définition de la mobilité? Alors en fait, nous parlons de toutes les mobilités, pas uniquement les mobilités douces. Il faut arriver à réconcilier toutes les formes de mobilité. Nous avons besoin de gros engins pour extraire de la terre, d'autres pour transporter. Nous avons besoin de trains, nous avons besoin d'avions, nous avons besoin de bateaux, nous avons aussi besoin de voitures, de vélos, de motos, tout le type de transport. Et en fait, l'enjeu de la mobilité de demain, c'est d'arriver à rapprocher tout ce monde-là, faire en sorte qu'il arrive à coexister en ayant beaucoup moins d'impact. Et donc, c'est plutôt vers une mobilité zéro émission, une mobilité intermodale, une mobilité mieux partagée. En milieu urbain, c'est la capacité à avoir plus de monde qui peut se déplacer comme il le souhaite. Merci Florent Ménégo, on vous retrouvera tout au long de cette émission. Je vais donner la parole à Carlo Piuransanta puisque Microsoft est partenaire de cette étude. Simplement pour vous signaler aussi, puisque Florent Ménégo en a parlé, que tout à l'heure, on aura aussi l'avis de ces fameuses générations Z, les 18-34 ans, parce qu'il y a aussi de leur part une volonté de se déplacer, parfois aussi de se faire plaisir, et notamment la question de l'avion, vous verrez, elle est assez intéressante à traiter avec cette génération Z. Carlo, peut-être un mot sur ce partenariat autour de cette étude, la mobilité vue par la jeune génération. Alors, vous savez, Microsoft a une passion pour l'innovation et pour les écosystèmes à valeur. Et donc, la rencontre avec Florent et son équipe sur Movinon a été absolument indispensable. C'est-à-dire qu'il y a encore une cinquantaine d'années, chaque entreprise pouvait imaginer de faire de l'innovation avec un groupe de travail interne dans un laboratoire, identifier ce qui allait se passer dans 10 ans et le réaliser presque en autonomie. C'est moins vrai aujourd'hui, c'est presque plus vrai aujourd'hui parce qu'on travaille de plus en plus avec des écosystèmes. Donc notre mission de tous les jours, c'est de participer à la transformation digitale de chacun de nos clients, mais encore plus, c'est de faire en sorte que nos clients en écosystème puissent échanger des données, des innovations, des idées, des modèles de business et faire évoluer ça au rythme de l'innovation d'aujourd'hui, qui n'est plus le rythme de l'innovation d'il y a quelques décennies. Donc aujourd'hui, c'est s'adapter de façon presque continue aux nouveaux usages, aux nouvelles envies, on va en parler avec les plus jeunes que nous,
Voilà. Et donc, écosystème, c'est super important, Florent l'a souligné. Nous, on participe avec la partie données, digitalisation de ces écosystèmes. Carlo Pietrasanta, vous avez dit un mot, à mon avis, central, qui est le mot du rythme. Vous avez l'impression aujourd'hui que l'innovation, la transformation, elle est sur un rythme forcément accéléré, mais exponentiel. Peut-être que ça va aussi un peu se calmer, ça dépend des moments, je dirais. Cette période que nous venons de vivre, de 14 mois intenses, je pense que ça va faire beaucoup réfléchir sur quel est le bon rythme, justement. Mais force est de constater, je peux vous parler de notre secteur, Microsoft, jusqu'à il y a 10 ans, avait des roadmaps produits à 3 ans, parfois plus, mais en moyenne à 3 ans. Aujourd'hui, nous avons des innovations qui arrivent dans des produits, dans Teams, il y a des innovations à la semaine. Ah oui. Donc, c'est très différent. Donc, on a du feedback des clients qui ont choisi massivement d'utiliser la plateforme. Donc, ils nous envoient beaucoup de messages en disant « on voudrait ça, on voudrait qu'on puisse lever la main, on voudrait faire des breakout rooms, on voudrait ci, on voudrait ça ». Et nos ingénieurs, eh ben, ils travaillent au fil de l'eau et on fait arriver des innovations toutes les semaines. Donc, oui, le rythme a changé. L'attention aussi des consommateurs et des utilisateurs de ces innovations, c'est un peu l'habitude, c'est Apple qui nous a un peu habitués à ça. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des redémarrages d'ordinateurs pour une fois de temps en temps. Le reboot, le fameux. Le reboot. Après, avec les smartphones, maintenant, c'est des petites modifications qui arrivent. Et puis, cette façon immédiate d'accéder à une application, l'app, le concept d'app, a fait que je peux atteindre tout très rapidement. Et donc, maintenant, les consommateurs, ils veulent avoir de l'information, de la formation, du renseignement, des solutions, on va parler de mobilité, des solutions de mobilité dans leurs mains. Merci beaucoup, Carlo Pietrasanta. Vous restez également avec nous si vous le voulez bien. Je vais demander maintenant à Guillaume Saint de nous commenter les grands résultats de cette étude Mobilité Movinone, donc menée par Kantar, en quelques slides, et vous me permettrez de vous couper la parole de temps en temps parce que j'ai trouvé cette étude très intéressante sur le fond, mais parfois aussi qui souligne, m'a-t-il semblé, quelques incohérences de cette fameuse génération Z des 18-34 ans face aux mobilités. Oui, absolument. Donc, oui, absolument. Donc, nous avons mené à l'automne 2020 une étude qu'on pourrait appeler plutôt un carnet de tendance auprès de à peu près 70 jeunes urbains engagés vis-à-vis des problématiques de responsabilité sociale et environnementale. Et on les a questionnés sur finalement leur mobilité aujourd'hui, leur projection pour la mobilité de demain dans un monde effectivement post-Covid. Et on en a tiré 4 enseignements clés qu'on va partager aujourd'hui. Et absolument, vous avez tout à fait le droit de m'interrompre pour poser des questions ou aller un petit peu plus loin. Donc la première chose en fait qui nous a vraiment marqué, alors ça peut paraître comme n'étant pas une surprise, mais c'est un vecteur assez important en fait de ce qu'on va comprendre ensuite, c'est que cette génération Z, c'est vraiment une génération qui est extrêmement pragmatique et qui est également assez idéaliste. Donc elle a des valeurs, elle a besoin de suivre leur cœur, elle a besoin de suivre son cœur, elle a besoin d'avoir un comportement de consommation, de mobilité qui a un sens par rapport à la planète, par rapport au point dont M. Ménégo parlait tout à l'heure, d'inclusion notamment. Mais en même temps, elle est extrêmement pragmatique. Donc je voudrais vous donner juste deux exemples. Le premier exemple, c'est que cette génération, et ça rejoint ce dont parlait M. Pietrasanta tout à l'heure, cette génération, elle est extrêmement à l'aise avec toutes les applications de mobilité. C'est-à-dire qu'avoir la mobilité sur son smartphone, à portée de main, c'est complètement la réalité quotidienne en fait, de cette génération, et beaucoup plus que pour les générations précédentes. Donc ça veut dire qu'avec toutes les applications de mobilité à portée de main, ils sont extrêmement multimodaux. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité, pour un même trajet, d'aller choisir le début du trajet en vélo partagé, ensuite de prendre un transport en commun et ensuite de prendre en fait une voiture avec chauffeur ou une voiture partagée. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que cette génération va être un accélérateur de la multimodalité, un accélérateur en fait de l'utilisation des différents modes de transport à un même moment pour un seul et même trajet. Donc ça va être une différence fondamentale pour la suite. La deuxième chose qui est importante, c'est que, je le disais tout à l'heure, c'est une génération qui est malgré tout très pragmatique, c'est-à-dire que dans ses choix de mobilité,
elle ne va pas oublier qu'il faut que ce soit économiquement viable pour eux. Parce que cette génération a moins de moyens que des générations qui ont, enfin pas des générations, mais en tout cas des gens qui ont un peu plus de moyens et qui sont plus avancés dans la vie. Et du coup, cette dimension de prix, elle est importante. La dimension de praticité, on dit convenience en anglais, c'est plus joli que praticité, qui est un mot qu'on a un peu inventé. Mais voilà, cette logique de pratique, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit efficace en termes de temps, c'est également important. Et puis, il y a deux choses qui vont différencier cette génération par rapport aux générations précédentes dans les critères de choix pour avoir faire le meilleur trajet à un moment donné, c'est l'innovation. Ils adhèrent complètement à toutes les innovations qu'on leur propose, que ce soit des innovations en termes de type de véhicule, en termes de services de mobilité ou en termes d'applicatifs de mobilité. Et puis enfin, l'inclusion et la responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la société, c'est également un critère qui est important. Mais il ne faut pas oublier que pour pouvoir choisir un mode de transport qui soit à la fois qui soit inclusif, qui soit responsable, il faut également que ce mode de transport, quand même, il soit abordable et il soit également efficace. Donc on a vraiment une génération qui est à la fois pragmatique et idéaliste. Et puis un point qui est intéressant, je disais tout à l'heure, et je sais que vous aimez particulièrement ce point, ce sont des multimodaux. Donc ce sont des multimodaux, ce sont des gens qui ne vont pas renoncer, qui vont prendre le meilleur des différents modes de transport. Et notamment, ils ne vont pas renoncer à la voiture. Voilà, alors ça, c'est un point qui m'a frappé dans l'étude, Carlo, je ne sais pas si c'était votre cas, mais ça, c'est un point frappant. Je regardais dans le détail, vous allez peut-être donner les chiffres, mais c'est vrai que ce point m'a frappé, donc je voulais en parler avec vous. La génération Z dit posséder une voiture, oui, à 32%, alors que ma génération, X, je ne vous donne pas ce que mon âge, c'était 34% et la génération Y, 38%, c'est oui, ça. Ouais. Bon, ça, c'est tout à fait surprenant parce que j'étais persuadé que même si cette génération veut rouler en voiture propre, elle dirait non, je préfère le déplacement collectif, je préfère le covoiturage, Eh bien, pas du tout, la voiture, ça reste un moyen de transport qui est quand même plébiscité par cette jeune génération. Alors, ça reste effectivement un moyen de transport plébiscité, et j'apporterai peut-être une nuance. Donc, le fait de considérer la voiture comme étant un mode de transport qu'ils peuvent envisager, ça c'est vrai, et on est quasiment, vous le disiez, au même niveau que les générations précédentes. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que malgré tout, ensuite dans l'usage de la voiture, ils vont être beaucoup plus sélectifs que les générations précédentes. C'est-à-dire qu'ils vont dire, si j'ai une alternative à la voiture, qui soit à la fois abordable, qui soit efficace. Comme je sais que les autres alternatives, comme le transport partagé ou les transports en commun, peuvent être plus vertueuses, je vais choisir plutôt ces modes de transport plus vertueux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont renoncer à la voiture, qui peut apporter malgré tout beaucoup de bénéfices, qui apporte de l'autonomie de mouvement, qui apporte de l'autonomie financière. Notamment, on sait qu'il y a une partie des jeunes qui ont besoin d'un véhicule pour pouvoir se rendre dans un travail. Et la voiture reste en fait pour eux un mode de transport qui est envisageable, même s'il est challengé, puisque aujourd'hui ces jeunes nous disent aussi, moi la voiture, oui effectivement, j'ai aucun problème de considérer une voiture, par contre j'aimerais vraiment qu'elle soit plus propre que celle des générations d'avant. Donc l'électrification de la voiture individuelle, c'est quelque chose qui est fortement demandé et qui va être très, très prise en compte par cette Je reviens vers vous tout de suite, Guillaume Sam, mais je voulais faire réagir Carlo Piovasanta sur ce phénomène aussi qui m'a frappé, qui n'est pas terriblement surprenant, mais quand même, bon, il y a la voiture pour ces jeunes générations, mais en revanche, côté application mobilité, alors là, la génération X est battue à plat de couture, parce que autant la génération Z et Y, c'est-à-dire les plus jeunes, à 61%, disent, nous, on les utilise, ces applications de mobilité, alors que la mienne, c'est plutôt 20-25%, quoi. Oui, c'est générationnel et culturel. Je pense qu'il faut faire la paix avec ce concept. Donc, moi, je dis toujours, les gens comme moi je vais faire 50 ans cette année. Et les gens comme moi, il ne faut jamais oublier qu'on est né, quand on était petit, c'était la télévision. Donc, on est dans une culture de broadcast. Donc, il y a une vérité qui est diffusée au plus grand nombre à travers des outils assez figés. Les 30 ans et encore maintenant les moins de 20, ils sont nés respectivement dans l'ère du PC et dans l'ère du smartphone. Et demain, donc les tout petits qui ont maintenant 5 à 10 ans, ils vont vivre encore dans une nouvelle génération qui est l'intelligence conversationnelle. Donc ça veut dire qu'ils vont probablement, je n'ai pas la sphère de la boule de cristal, mais ils vont probablement parler à des agents, tout simplement, et ils vont recevoir des informations et ils vont prendre des décisions en discutant avec des personnes ou des agents. Donc voilà, c'est des caractéristiques différentes
qui te forme dans ta façon de réfléchir. Nous, quand on cherche quelque chose, enfin, mes parents, ils demandaient à quelqu'un dans la rue. Ensuite, on a commencé à avoir l'informatique et donc on va faire une recherche sur un ordinateur. Aujourd'hui, un jeune, il n'utilise pas l'ordinateur pour chercher. Il utilise l'ordinateur pour créer quelque chose. Mais pour chercher, il l'utilise sur le smartphone. Quand nous, on cherche quelque chose pendant un voyage, alors, les plus de 50, on a encore peut-être la volonté de demander à quelqu'un, est-ce qu'il y a un restaurant dans cette ville? À moins de 30 ans, jamais va demander un restaurant à quelqu'un. Il regarde son smartphone, il a déjà tout décidé en regardant 3 blogs, 2 YouTube, etc. Donc, c'est des usages qui se construisent de par la technologie qui existe et avec laquelle nous avons grandi, en fait. C'est vrai que tout à l'heure, on retrouvera Laurine Calcat, qui est étudiante et sensible aux problèmes environnementaux, et Quentin Mauduit, qui est professeur de sciences économiques et sociales. Mais ils vont avoir du mal à imaginer, chers amis, qu'on déployait une carte Michelin qu'on pliait et qu'on dépliait pour trouver son chemin et sa route à l'époque, quand on était en voiture. Ça, c'est quand même une grande différence. Florent Ménégo, vous êtes, j'espère, encore avec nous Oui. en direct, président de Michelin. C'est vrai qu'on a ces générations-là ne peuvent pas imaginer qu'on déroulait, qu'on dépliait une carte Michelin pour trouver son chemin à une époque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, ce qui me frappe d'ailleurs dans cette étude et puis dans les commentaires de Carlo, c'est qu'il y a un changement radical. La technologie amène le monde à soi. Avant, la personne s'inscrivait dans le monde. Aujourd'hui, le monde vient à chaque personne. Et à travers les outils digitaux dont on dispose aujourd'hui, finalement, c'est l'individu qui redevient maître de son destin. Il n'est pas obligé de subir ce qu'on lui demande de faire. Et alors, la carte Michelin, puisque vous la citez, il faut aussi se rappeler que Michelin a été le premier à développer la carte digitalisée via Michelin et la première carte digitalisée au monde. Mais la carte, ça reste, c'est intéressant de voir certains jeunes, la carte, ça reste l'écran le plus géant possible, où on peut regarder d'un coup tout son itinéraire. Alors, on ne fait plus ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on suivait au fur et à mesure de son déplacement ce qui se passe. Maintenant, on a des GPS embarqués sur son smartphone qui nous permettent de déterminer où on est. Mais moi, ce qui me frappe, c'est la technologie rend l'individu encore plus puissant. Et ce qui m'amuse et ce qui me conforte, c'est qu'on voit toute cette intelligence qui est toujours là, et ce pragmatisme est toujours là. Et moi, je suis très frappé par ces jeunes qui finalement disent « Non, mais aujourd'hui, moi, je suis maître de mon destin. Et je veux ne plus avoir à subir, je veux pouvoir décider moi-même. Quel mode de transport je vais utiliser? Et si la voiture, c'est mieux, je vais pouvoir utiliser une voiture. » Alors, le rapport à la possession va changer, le rapport à la capacité à pouvoir changer de moyens mis à disposition va aussi évoluer. Mais ce qui est important maintenant, c'est de comprendre que le monde vient devant chacun et est à la disposition de chacun. Et la technologie permet ça, et donc on vit une époque absolument incroyable. Et donc, au lieu d'opposer, moi, je pense qu'il faut réconcilier. Guillaume Saint, j'aimerais qu'on revienne sur l'étude et les grands enseignements. Il y a le rapport au transport en commun qui est tout à fait surprenant également. Moi, je pensais que cette jeune génération, le transport collectif, être ensemble, etc. Or, il y a une défiance vis-à-vis du transport en commun. Et puis ensuite, il faut nous parler de ces 5 facteurs qui vont modifier la mobilité dans les 5 prochaines années. Oui. Absolument. Alors pour le rapport en fait au transport en commun, c'est assez intéressant parce que d'un point de vue correspondance avec les valeurs des jeunes, le transport en commun est très vertueux. Le transport en commun est une solution qui est à la fois collective, qui est respectueuse de la planète, car relativement largement électrifiée. Mais à côté de ça, il y a aussi une réalité. Et la réalité, c'est dans l'expérience en fait d'usager dans les transports en commun. Et cette réalité qui n'est pas tous les jours rose, qui est effectivement, on aimerait qu'elle soit meilleure, cette réalité qui n'est pas toujours rose, finalement, elle a été encore plus impactée, notamment par la période de Covid, par une anxiété à la fois de contagion possible vis-à-vis du virus, mais aussi de transmission possible du virus. Parce que cette génération, et j'ai trouvé que c'était assez étonnant, elle nous a dit, moi, le Covid, à la limite, j'attrape le Covid, c'est pas dramatique pour moi. Par contre, je veux pas être un vecteur de transmission pour des gens qui sont plus fragiles et qui vont. D'où la défiance au transport en commun. Alors, la défiance au transport en commun, elle a été renforcée
Elle a été renforcée par cette période de Covid. Avant, ce n'était pas une défiance, c'était probablement plus des attentes qui n'auraient pas été encore complètement adressées. C'est-à-dire que prendre le transport en commun, encore une fois, c'est bien, mais à condition qu'on soit effectivement tout le temps à l'heure, qu'on ait malgré tout des conditions de transport qui soient confortables, et ce n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est vrai pour toutes les générations. Donc, je vous redonne la parole pour qu'on parle de ces fameux 5 facteurs qui vont modifier la mobilité, notamment la question du télétravail à domicile. Carlo, juste, cette crise sanitaire, avec le développement exponentiel des innovations que Microsoft porte, évidemment, est-ce que, pour vous, la crise sanitaire va avoir un effet d'accélérateur de l'innovation? Oui. Et de la mobilité aussi? De la mobilité aussi, en effet, oui, parce que effectivement, ça fait maintenant 14 mois. C'est beaucoup. C'est-à-dire que si c'est des épisodes de 2 mois et puis ça revient à la normale, l'humain est fait d'une façon qu'on se remet tout de suite à comme on était avant. 14 mois, c'est beaucoup, et donc ça a eu un impact non seulement sur chacune et chacun, mais ça a eu un impact sur les organisations. Donc, dans toutes les discussions que moi j'ai effectivement avec des dirigeants d'entreprise, c'est Carlo, réfléchissons ensemble à comment je dois modifier mes processus et mon organisation du travail, c'est ça qui est fondamental, l'organisation du travail de toutes les personnes. Il ne faut jamais oublier que le concept de bureau, c'est un concept qui est né avec la tertiarisation de l'industrie. Avant, c'était des usines. Ensuite, on a commencé à avoir beaucoup plus dans l'économie de services. Et dans les services, c'était un bureau avec des open space et des managers qui regardaient ce que les personnes faisaient. On ne pourra plus dire « je vais au bureau ». Ça, c'était les années 50. C'est-à-dire que nous sommes en 2021 quand même. Donc, ça fait quand même quelques années, pas seulement un an, que la technologie permet de produire ce qu'il faut produire sans être dans un bureau physique. Cette période de Covid a démontré de façon frappante à toutes les organisations, indépendamment de l'industrie, que toute cette anxiété de dire si je ne vois pas les gens, ils ne bossent pas, est fausse. Les gens travaillent parce qu'ils sont responsables et il faut les responsabiliser pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc la technologie va permettre de travailler partout et il y aura une plus grande flexibilité pour tous les employés d'une organisation de décider comment ils gèrent leur journée en fonction de ce qu'ils doivent faire. Et donc, bien sûr, le bureau, ça existera toujours, mais ça sera différent. Ouais. Le télétravail, ça sera beaucoup plus généralisé et les gens utiliseront des véhicules avec, comme les nouvelles générations nous l'apprennent maintenant, avec ce concept de dire je dois aller d'un point A à un point B, là, à ce moment-là, quelle est la meilleure solution? Alors justement, c'est important qu'on parle des conditions, j'allais dire, de travail au sens large, parce que parmi les facteurs, les 5 facteurs, Guillaume Saint, dans votre étude, qui vont modifier dans les 10 prochaines années la mobilité, il y a en premier la question du travail à domicile. Oui, c'est le premier, et c'est quelque chose qui est vraiment qui a été apprécié déjà, et puis pour lequel en fait les jeunes voient cette tendance continuer, perdurer, et leur donner exactement ce que vous disiez, leur donner la possibilité d'hybrider leur mode de vie. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'opposition entre le travail, le bureau, et l'espace plus privé, le loisir. Il y aura une hybridation beaucoup plus facile de ça. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est cette hybridation entre je travaille à un endroit et je vis dans un autre endroit. Finalement, à partir du moment où on peut faire à peu près les deux dans un endroit plus réduit, dans un espace plus j'ai envie de dire un peu plus restreint, on n'a pas besoin de faire 1 heure de transport en commun pour aller travailler. Cette heure donc que ça, l'on passe c'est le premier facteur, ça, le travail à domicile. Le deuxième, c'est l'amélioration des infrastructures cyclables. Voilà. Parce que quand on regarde votre étude, on s'aperçoit que la génération Z, à 20%, c'est quand même beaucoup, elle se déplacera ou elle se déplace à vélo. La voiture, c'est 27%, mais le vélo, c'est 20%. Donc le deuxième facteur qui va modifier dans les 10 prochaines années la mobilité de cette génération-là, c'est l'absolue nécessité d'améliorer les infrastructures cyclables. Absolument. Et on a fait cette étude donc en Europe et en Amérique du Nord. Et là, j'ai envie de dire, finalement, les deux continents ne sont pas vraiment sur un pied d'égalité. Parce que autant en Europe, dans les villes, et la manière dont les villes ont été développées en Europe, ça va être assez
j'ai pas envie de dire facile, mais ça va être plus facile d'améliorer les infrastructures cyclistes, de sécuriser ces infrastructures pour les cyclistes, ce qui est extrêmement important. Par contre, en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus compliqué. Les villes sont beaucoup plus étendues d'un point de vue, horizontalement. Les distances sont beaucoup plus importantes et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, effectivement, c'est le deuxième critère clé. Et on a vu une croissance phénoménale en fait du retour au vélo, qui soit d'ailleurs vélo à jambes, j'ai envie de dire, classique, ou vélo électrique. Vélo électrique qui permet en plus de réaliser des distances plus importantes et qui du coup emmène une mobilité un petit peu plus lointaine que ce qu'on pouvait faire avec un vélo. Alors, classique. troisième facteur, la mobilité sans émission. Ouais. Bon, je ne rebondirai pas sur le vélo électrique, puisqu'il y a une batterie dans un vélo électrique, et pour produire l'énergie en France, on verra ça avec nos jeunes amis tout à l'heure, on a de l'énergie nucléaire, ça émet pas de CO2, mais il y a la question du retraitement des déchets. Je ferme la parenthèse, mais troisième facteur, mobilité sans émission. Oui, alors mobilité sans émission, alors ça c'est complètement, ils ont déjà complètement embrassé en fait cette dimension-là au travers de trois choses. L'électrification des véhicules, on en a parlé tout à l'heure. La deuxième chose, c'est aussi le fait de raisonner les déplacements, c'est-à-dire que par moment, je n'ai pas forcément besoin de faire un déplacement, et dans ce cas-là, je ne le fais pas. Et l'air de rien, ça contribue, moins de déplacements, ça contribue aussi à moins d'émissions. Et puis la troisième dimension, c'est aussi une notion de frugalité, c'est-à-dire que l'innovation qu'ils appellent de leur vœu, ils souhaitent aussi en fait que ce soit une innovation qui permette d'être moins consommateur d'énergie. Quatrième, les pôles de mobilité, ça renforce l'idée de déplacements multimodaux, c'est-à-dire qu'il faut des hubs, comme on parle de hubs aériens, il faut des hubs où on est capable de faire un peu de vélo, de récupérer une voiture et un transport en commun au bout. Et là, il faut reconnaître que là, il y a un gros travail à faire, parce que c'est hubs de mobilité qui permettent effectivement de passer d'un mode propre à un mode collectif et du coup résoudre en grosse partie le premier kilomètre et le dernier kilomètre en fait des trajets. Là, il y a beaucoup de travail parce que c'est pas encore parfait, loin de là. Et je suis fasciné par le dernier facteur, le cinquième, parce que là, on parle beaucoup de facteurs techniques, d'infrastructures. Et là, le dernier facteur, c'est presque un facteur philosophique. Oui. Parce que là, on parle de la question de la valeur du temps. C'est vrai que pendant toute cette période du confinement, notamment le plus dur au mois de mars 2020, on a perdu la notion du temps. Le cinquième facteur qui va modifier la mobilité des plus jeunes, c'est la question de la valeur du temps. Oui, exactement. C'est la relation au temps et c'est la relation à comment est-ce que je peux tirer le meilleur parti de chaque période de ma journée. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que plus on passe du temps dans les transports, aller d'un point A à un point B, moins il est facile de valoriser ce temps. Si on peut réduire, en fait déjà cette durée de trajet, c'est mieux. Et puis si on peut complètement la compresser, c'est-à-dire le télétravail permet de ne pas se déplacer pour aller au travail. Mais ça veut dire que par rapport aux anciennes générations, aux plus anciennes générations, on va avoir plus de temps pour ses loisirs et pour soi-même que pour travailler. Alors je crois qu'il y a quelque chose qui est important et qui sous-tend probablement l'importance de ce critère, c'est que c'est une génération dont la vie est extrêmement axée aussi autour du plaisir. Il n'y a pas de renoncement au plaisir. C'est une génération responsable, on l'a vu, notamment par rapport aux problématiques économiques, aux problématiques en fait d'inclusion, aux problématiques en fait environnementales, mais c'est aussi une génération qui refuse de renoncer à son plaisir. Et du coup, la valorisation du temps, ce qu'on nous dit derrière, c'est finalement s'il y a la possibilité de réduire du temps qui n'est pas du temps très agréable et le remplacer par quelque chose qui me plaise ou qui me permet d'être avec des gens avec qui j'ai envie d'être, eh ben, je vais vraiment tout faire pour que ça se passe. Florent Ménégo et ensuite Carlo Puranzanta. Florent Ménégo, quels sont les facteurs ou quel est le facteur de modification de la mobilité dans les 10 prochaines années que vous avez le plus goûté, le plus retenu, qui vous interpelle le plus ? Je pense les deux derniers facteurs dont on vient de parler, c'est-à-dire de choisir sa mobilité, son temps de mobilité, le fait de ne pas avoir, pour pouvoir travailler, pour avoir accès, d'être obligé de renoncer. L'idée, c'est de pouvoir avoir beaucoup de choses ensemble au même moment. Et puis le facteur des émotions, du fait qu'on soit vivant, et donc d'essayer d'en profiter au maximum, sans que ça soit uniquement du loisir. Sur le télétravail, aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui sont forcés à faire 100% de télétravail aspirent à pouvoir revenir au bureau pour faire certaines tâches, créer du lien social, pouvoir faire de la créativité ensemble, la relation humaine. À travers le digital, c'est beaucoup mieux que
quand il n'y avait pas ces outils, mais c'est encore pas ce qu'on est capable de faire quand on est autour d'une même table ensemble. Et donc, c'est cette notion de pouvoir, de ne plus être contraint, mais de pouvoir choisir. Et puis, le dernier élément de l'étude que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette idée de pouvoir tout faire dans un rayon de 15 minutes. Et ça, je trouve ça très, très puissant. C'est-à-dire, il faut repenser les villes de manière à ce que tout soit disponible dans un rayon accessible. Et ça, c'est des changements assez profonds de la manière dont on va concevoir l'évolution de nos villes demain un peu partout dans le monde. Carlo Pugliese-Sandra, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vous ont marqué, vous? Moi, je reviens sur le concept du temps. C'est ce facteur le plus intéressant et je vais vous faire une image simple mais qui parle. Un trajet domicile-bureau. Si je le fais le dimanche, ça me prend 15 minutes. Si je le fais à l'heure où tout le monde va au bureau, ça me prend 1 heure en moyenne, parfois 1h45, voire 2 heures, en étant dans le trafic et en polluant encore plus. Pourquoi je dois passer 1h45 dans un véhicule propriétaire à polluer la planète alors que je peux rester à la maison? Donc, le temps, la vie, elle est tellement courte. Il faut, l'efficacité de ce raisonnement, de se réapproprier, comme disait Florent, nous réapproprions des fondamentaux. Alors, je dois travailler, je travaille là où je peux. Je dois bouger, je le fais quand nécessaire et avec vraiment la tête qui résonne. Donc, non pas parce qu'il y a la voiture, je prends la voiture pour y aller, mais pourquoi j'y vais et pourquoi je dois aller dans le centre de Paris avec une voiture pour passer 30 minutes à chercher à me garer. Pour quelle raison? C'est l'instinct. Mais en fait, cet instinct, les nouvelles générations nous disent, va bouger. Et vous savez, à force de 2% de changement de statistiques tous les ans, en 25 ans, on fait des majorités. Hein. Donc, il faut regarder la génération Z, mais il faut regarder les générations qui viennent après. Carlo, dans cette étude également, il y a un point que je voudrais que vous nous éclairiez un peu, qui est la question de la captation des datas personnelles. Alors, je ne dis pas les GAFAM, évidemment, je n'inclus pas Microsoft dans cette histoire, et vous nous direz peut-être d'ailleurs pourquoi je ne les inclus pas. Je parle des GAFA. Il y a une vraie différenciation en matière de sensibilité à la captation des datas personnelles dans l'étude menée par Guillaume Saint pour Kantar. On n'est pas vraiment inquiet en Amérique du Nord, dans cette jeune génération Z. On est un peu plus inquiet en Europe et on est beaucoup plus inquiet en France lorsqu'on appartient à la génération Z. Est-ce que ça veut dire que la génération Z française est plus encline à avoir envie de liberté et à faire attention où vont aller ces datas personnelles qu'en Europe ou qu'en Amérique du Nord? Alors certainement, l'Europe en général, c'est vrai que la France peut être plus par rapport aux voisins européens, mais l'Europe en général a une attention à effectivement l'utilisation des données qui est plus forte que dans les autres zones géographiques. Pour moi, c'est une valeur, donc il ne faut pas démoniser en disant il y a des innovations qui ne vont pas se faire à cause de ça. Je pense que c'est une valeur dont il faut qu'on soyons fiers. Par contre, il ne faut pas non plus que ça ralentisse l'innovation. Il faut que ça la cadre. Et d'ailleurs, avec l'RGPD, c'est ce que nous avons fait. On peut en être fiers. On a défini des nouvelles règles de fonctionnement qu'on considère éthiques. Et du coup, les entreprises du monde, Microsoft la première, qui a dit « j'aime bien ces règles, je ne vais pas les appliquer seulement en Europe, je les applique sur tous les produits et partout dans le monde, même si ce n'est pas demandé ». Donc je pense que l'Europe a un leadership sur cette pensée. Et c'est bien que les nouvelles générations aient de l'attention et de la compréhension pour ce que ça veut dire quand j'utilise une application, avoir la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue du partage de données, et puis choisir donc de partager des données ou pas. Et ça, je pense que les services de tous les fournisseurs de services digitaux, il y a encore du travail pour aller dans la transparence totale, dans la déclaration en fait, de quelles données je te mets à disposition ou je vais te demander pour quel service. Là, il n'y a pas encore une clarté totale, donc un peu les gouvernements doivent forcer cette transparence et un peu, j'espère, beaucoup, les entreprises du digital doivent aller dans ce sens. Alors, on va retrouver dans quelques minutes maintenant Laurine Calcat et Quentin Mauduit, représentants de cette génération Z. Deux questions pour terminer, Guillaume Saint, sur cette étude Kantar consacrée à la mobilité. La première, sur la proposition d'une mobilité hybride. Les résultats de votre enquête montrent qu'en Europe, le partenariat public-privé, entreprise, pouvoir public, il est plutôt sollicité. En France aussi, bon, c'est peut-être une tradition un peu colbertiste. En Amérique du Nord, en revanche,
pas du tout. On fait plutôt confiance aux entreprises privées pour mettre en place cette mobilité hybride. Exactement, exactement. Alors, je ne suis pas un spécialiste en fait des dynamiques des différentes sociétés en termes de poids respectifs des entreprises, des pouvoirs publics, de la société civile. Mais il est vrai que sur ces problématiques de mobilité, les jeunes font plutôt confiance en fait j'ai envie de dire, un travail en écosystème en Europe, en disant c'est un peu tout le monde qui doit participer pour trouver des solutions. C'est un peu les entreprises, c'est un peu les pouvoirs publics, et puis c'est aussi un peu nous. Et ensemble, on doit essayer de trouver des solutions pour faire avancer cette cause de la mobilité qui est, pour la rendre socialement, écologiquement responsable, c'est assez compliqué. Ça tient aussi à la culture économique des différents ensembles. C'est tout à fait possible. Hein? Alors qu'effectivement, en Amérique du Nord, les jeunes se retournent plus directement et un peu plus spécifiquement vers les entreprises que vers en fait, les institutions publiques. Donc on voit que pour faire avancer cette cause, finalement, la manière d'y arriver risque d'être un petit peu différente en Europe par rapport en fait en Amérique du Nord. Alors, dernière question, et ça fera une transition, j'espère, habile et qui va faire rebondir le débat. Cette génération Z, bon, elle veut peut-être un peu moins travailler, elle veut avoir plus de loisirs, mais elle veut renoncer à aucun plaisir, notamment à découvrir le monde. Mais quand on découvre le monde, Guillaume, on prend l'avion et donc on pollue. Absolument. Alors, je voudrais juste revenir sur une chose. Ce n'est pas une génération qui veut moins travailler. C'est une génération qui veut travailler probablement dans des conditions différentes. Et en cela, ils sont assez... Enfin, ils ont un grand niveau de maturité, je trouve. Et alors, effectivement... Ça, c'est marrant. Ouais, c'est intéressant parce qu'ils disent, moi, c'est important de ne pas polluer. Et en même temps, est-ce que vous êtes prêt à renoncer, en fait, à découvrir le monde, à aller loin, à prendre l'avion pour aller loin? Et en fait, ils disent, non, parce que c'est quand même ça qui nous nourrit, c'est quand même ça qui nous fait grandir, c'est quand même ça qui nous fait rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, vivre des nouvelles expériences. Et ça, on ne va pas renoncer à ça. Par contre, peut-être qu'on partira moins souvent. Peut-être qu'au lieu de partir peut-être 2 fois dans l'année, 1 fois par an, on fera un peu de bénévolat sur place, on travaillera un peu avec l'association. Et puis on travaillera sur place. Donc on Mmh. partira moins souvent, on restera probablement plus longtemps. Oui. Et puis on aura la possibilité de travailler de là-bas. On aura la possibilité d'être utile à l'économie, à notre entreprise, à la société. Et par conséquent, c'est intéressant parce que cette hybridation et cette flexibilité, cette agilité, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans leur quotidien, pour le choix des modes de transport pour aller d'un endroit à un autre, mais aussi dans leur vie de manière beaucoup plus large, et notamment dans leur approche de comment je vais continuer à découvrir le monde, puisque là, ils sont complètement dans l'hybridation. Je voudrais juste donner un exemple. On a vu des répondants en Amérique du Nord qui nous disaient « Moi, j'ai tendance à voyager aux États-Unis 2-3 fois dans l'année. Je prenais l'avion. Si demain, il y a des trains qui me permettent de faire la même chose, même si c'est 40% de temps en plus, je prendrai le train. Parce que ce n'est pas responsable de prendre l'avion à chaque fois. Donc, encore une fois, Ou l'avion hydrogène dans 20 ans. Ou l'avion solaire ou hydrogène. Voilà. Et donc, au travers de toute cette étude, ce qui nous a marqué, c'est à la fois ce sens très fort de la responsabilité pour la société et l'environnement, et puis, malgré tout, cette volonté, en fait, de ne pas se laisser imposer des choix ou des modes de vie par un héritage qui est l'héritage du passé. Donc être acteur, ne pas renoncer au plaisir et pour autant être dans une démarche responsable, c'est vraiment ce qui ressort en termes de valeur de cette génération. Merci beaucoup Guillaume Saint de cette analyse sur cette magnifique étude sur la mobilité urbaine de la génération Z menée par Kantar. Je vais demander à Carlo Purasanta, patron de Microsoft, et à Florent Ménégo, président de Michelin, de rester avec moi. On va accueillir maintenant les 2 jeunes, ça n'a rien de péjoratif, j'espère que je ne dis pas un mot imprononçable, qui vont venir nous rejoindre sur ce plateau parce que voilà, on a soulevé des incohérences, on a soulevé des grandes tendances. D'ailleurs, cette étude, c'est un carnet de tendances et j'aimerais les entendre et aussi avoir l'avis des 2 présidents qui nous font l'honneur d'être avec nous. À tout de suite. Voilà, merci de nous retrouver dans ces rencontres de l'hémicycle consacrées à la mobilité des plus jeunes, 18-34 ans. Bon, on commence à faire du vélo et on peut commencer à avoir son permis de conduire. Nous ont rejoint sur ce plateau Laurine Calcade, qui est étudiante engagée sur les sujets environnementaux et par définition intéressée par la mobilité. Laurine, soyez la bienvenue. Bonjour, merci beaucoup.
Et puis Quentin Mauduit, professeur de sciences économiques et sociales dans les Hauts-de-Seine, près de Paris, engagé tant d'un point de vue personnel qu'en tant que prof aussi, hein, sur la nécessité de faire coïncider économie et durabilité. Hein. Les ressources sont rares, il faut les économiser, la planète est polluée. Je vous présente évidemment Carlo Purasanta, qui est le président de Microsoft, et puis avec nous en duplex, Florent Ménégo, le président de Michelin. Chers amis, Laurine, qu'est-ce que vous avez retenu de nos débats précédents? Vaste question. Je pense qu'il y avait pas mal de sujets et je me reconnais dans la conclusion de Guillaume Saint qui disait finalement responsabilité, oui. Une mobilité durable, oui, mais pas au prix de notre vie, de l'expérience et de la jeunesse. Je pense qu'on l'a assez sacrifié cette année. Donc je me reconnais pas mal dans cette conclusion-là. Après, il y a des sujets, je pense qu'on y reviendra, sur lesquels je me distance un petit peu concernant l'utilisation de la voiture individuelle, concernant l'utilisation de l'avion. Mais c'est vrai que globalement, ce sont des sujets qu'on retrouve. Quentin, même question. Premier tour de piste, si j'ose dire. Alors, donc je partage déjà ce premier constat, mais je rajouterai un des derniers éléments que le PDG de Microsoft a mobilisé sur les données publiques. Et je le vois du coup avec mes élèves qui ont entre 15, 16, 17 ans. Ils sont relativement sensibles. Dès ce jeune âge, ils comprennent bien qu'en général, quand un service est gratuit, donc que ce soit un service de mobilité, que c'est eux le produit. Et ça, ils l'ont, et c'est pas moi qui leur ai dit, ils l'ont vraiment bien compris que si un service est gratuit, il y a des données qui sont utilisées, qui sont retraitées, peut-être parfois vendues, et ils sont relativement attachés à ce point-là. Sur la mobilité, Laurine, vous avez vu qu'on a regardé les 5 facteurs qui modifieraient, enfin, d'après cette étude très sérieuse, très fouillée, qui modifieraient la mobilité dans les 10 prochaines années. Il y a le dernier facteur, mais le dernier, mais pas forcément le moins important, j'ai appelé ça un facteur philosophique, qui est la valeur au temps. Est-ce que vous avez l'impression que votre génération a envie d'aller le plus vite possible d'un bout à l'autre, avec une mobilité douce, mais ultra rapide, ou est-ce que cette valeur temps vous pose question ? Alors, je pense que déjà, ce qui est assez drôle, c'est que lorsqu'on n'avait pas le temps, ce qu'on appelle la fast life dans le langage jeune, disons, on avait envie de ralentir ce rythme, de prendre plus le temps, de faire les choses, de profiter en fait de chaque moment. Aujourd'hui, après 14 mois, comme M. Purasanta l'a dit, d'immobilisme, c'est vrai que on en a un peu assez, qu'on a envie de reprendre un rythme plus soutenu. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, un rythme soutenu, ça implique des expériences diverses. Donc voilà, je voulais juste poser ce contraste. Après, au niveau du rythme, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on a envie d'être efficace dans la vie de tous les jours, on doit aller au travail, on doit se rendre quelque part, on a peur d'être en retard. Là, c'est vrai que le facteur temps est très important. Les transports doivent être efficaces. Je prends beaucoup les transports publics. À Paris, le métro, il y en a souvent, c'est pratique. Donc il y a ce point-là d'un rythme soutenu, effectivement. Mais je pense que la compression du temps ne doit pas être totale et qu'en revanche, quand on est dans une situation beaucoup plus de vacances, de loisirs, alors là, il est intéressant de prendre son temps même dans le trajet. Et je trouve que le trajet peut faire partie de l'expérience de voyage, peut faire partie de l'expérience de vie. Donc, juste un petit exemple, je suis allée en Chine pendant 1 an, il y a 2 ans, et j'ai fait Pékin-Canton, donc du nord au sud, en train. Ça m'a pris 25 heures, j'étais en couchette inconfortable, mais c'était une expérience géniale dont je me souviendrai toute ma vie. Le voyage fait partie de l'expérience. Le voyage fait partie de l'expérience, je trouve. Quentin, alors on est loin des théories de Ricardo, d'Adam Smith, on est loin du livre sur la pension économique de Marc Bloch, je ne sais pas si vous en souvenez. Mais là, ce facteur philosophique, c'est un facteur pour vous également essentiel, parce qu'il y a tous ces facteurs techniques dont on a parlé et qu'a bien interprété Carlo et Florent Ménégo, mais cette valeur temps, qui n'est pas une notion vraiment économique au début, c'est un facteur prépondérant pour votre génération ? Absolument, je partage vraiment beaucoup ce double constat, c'est-à-dire j'ai vraiment, en tout cas personnellement, 2 analyses différentes sur la gestion du temps. Pour des trajets routiniers, qu'on est obligé de faire de manière presque automatique, comme justement 3 fois par semaine aller d'un point A à un point B. On veut optimiser son temps. Optimiser son temps, mais c'est pas forcément optimiser son temps, c'est pas forcément être le plus rapide. C'est par exemple, à titre personnel, je préfère avoir un trajet direct sans changement à faire dans les transports en commun, quitte à passer 5 à 10 minutes de plus, plutôt que aller plus vite,
mais faire 2, 3, 4 changements. Donc déjà, il y a une question de... c'est en fait du temps de qualité. Donc être 40 minutes dans un métro, mais au moins on y est directement, plutôt que 30 minutes ou 35 minutes en faisant un changement ou deux changements, eh ben, les 5 minutes supplémentaires ont en fait un poids économique, on pourrait le dire, une sorte de coût économique ou psychologique ou philosophique qui vaut peut-être plus que le temps réel. Et pour ce qui est par contre là aussi du temps de transport, on va dire, de loisirs, je suis davantage amené à me dire qu'il est parfois nécessaire de prendre son temps et de le prendre sciemment. Par exemple, en long trajet intercité. Ce week-end, je reviens de Clermont-Ferrand, à côté de là où travaillait Florent Ménégo. L'intercité qui met 3h40 pour faire Paris-Clermont. Mais il est plaisant. Ce temps-là est plaisant. Et les paysages qu'on peut voir, c'est plaisant. Et prendre son temps, ça aussi des éléments positifs. Alors, vous avez sans doute vu que les pouvoirs publics ont décidé de relancer le financement des lignes à grande vitesse. On pense au Marseille-Nice ou au Bordeaux-Toulouse ou jusqu'à Perpignan. Bon, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Sur les conclusions de manière un peu provocante que j'ai mises en avant tout à l'heure, c'est-à-dire vos rapports au loisir, à l'avion, à la voiture, mais en fait, vous faites comme nous, là. Il n'y a pas de grand changement. Vous voulez prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Et même si la voiture est propre, vous voulez continuer à rouler tranquille dans votre voiture, qui est aussi d'ailleurs un symbole de statut social, Laurine. Alors, c'est vrai que là-dessus, j'ai un point de vue peut-être un tout petit peu différent. Guillaume Saint, tout à l'heure, a nuancé l'utilisation de l'avion. Alors, effectivement, pourquoi est-ce que notre génération devrait se sacrifier pour toutes les erreurs qui ont été accumulées et devrait renoncer au plaisir, à la découverte. Enfin, partir à l'étranger, c'est quand même une découverte du monde, mais aussi une découverte de soi qui est importante pour tous. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un moyen de faire en sorte de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire prendre l'avion, mais le prendre de manière plus respectueuse. Donc, le fait de faire un aller-retour Bangkok-Paris par an, ça revient au même que de s'acheter un ordinateur en termes d'émissions carbone. Donc, si vous vous dites, ce temps, je vais le rendre précieux, je vais vraiment faire un aller-retour, mais rester plus longtemps. Ou alors, effectivement, je ferai moins de voyages. Ou alors, j'y vais différemment. Mais Laurine, entre nous, même si vous faites un aller-retour Paris-Bangkok, vous aurez toujours besoin de votre ordinateur dans l'année. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais on peut réduire quand même d'un certain côté. On peut réduire nos voyages en avion et surtout juste faire un séjour qui soit beaucoup plus long et peut-être plus utile. Et travailler à distance grâce aux nouvelles technologies. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, je pense que le rapport à l'entreprise, il est quand même assez important. Ayant fait un stage pas mal en télétravail, je pense que c'est bien aussi. Il est différent aujourd'hui, le rapport à l'entreprise d'autres générations. On a moins envie de faire 20 ans dans la même boîte, on a plutôt envie d'être indépendant. Non, mais c'est important, ça aussi, parce que ça conditionne aussi la mobilité. Quentin. Je rebondis juste tout d'abord sur l'avion. Il y a peut-être aussi une sorte d'échelle géographique, c'est-à-dire que, et on le voit avec le redéveloppement en Autriche des trains de nuit, et qui cartonne et qui est rentable dès la première année de lancement de ce nouveau service, pour ce qu'on appellerait, nous, je pense qu'on était un peu habitués avant le Covid à faire par exemple des week-ends en avion. Donc en fait, on va à Lisbonne 3 jours et on revient, on va à Barcelone 3 jours et on revient. Ce genre de week-end-là, en tout cas, aujourd'hui, me pose problème. Philosophiquement, me pose problème de faire un aller-retour en avion pour 3 jours ou 2 jours sur place, là où le train de nuit pourrait remplacer, en tout cas, pour les trajets, on va dire, de court courrier. En revanche, pour les longs courriers... Ou les lignes à grande vitesse, à l'instant où il y aura un TGV jusqu'à Perpignan et la frontière et l'Espagne, c'est à 150 km de Perpignan. Absolument. Mais là où, par contre, le sujet se pose et de manière vraiment accrue, c'est sur la longue distance, les longs courriers. Et là se pose du coup la question, que faire? Alors est-ce qu'on met une taxe? Donc là l'économiste revient, est-ce qu'on met une taxe pour compenser et pour payer des externalités négatives, pour éviter que en tout cas pour payer dans le coût d'achat du produit la part d'externalités négatives que ce produit va créer? Oui, mais là, monsieur l'économiste, vous savez très bien que pour que, par exemple, on impose une taxe en France sur les compagnies qui seraient françaises, il faut que ce soit la même chose ailleurs, sinon on plombe la concurrence d'Air France KLM par rapport à d'autres.
Je l'entends, mais d'où des discussions actuellement au niveau international pour réfléchir à une taxe carbone, en tout cas affiliée sur les prix des billets. C'est des discussions difficiles et longues, mais je pense qu'elles sont nécessaires. Alors, je vous redonne la parole tout de suite, mais j'aimerais à ce stade avoir l'avis de Carlo Purasanta, puis de Florent Ménégo, qui vous ont écouté évidemment avec beaucoup d'intérêt. Carlo. Alors, je trouve passionnant ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est grâce à des comportements de cette nouvelle génération que les industriels doivent concevoir des nouveaux produits et des nouveaux services qui vont être plébiscités par la nouvelle génération. Rien n'empêche aux entreprises de Moving On de réfléchir à qu'est-ce qu'on propose. Je vous fais 2 exemples. Avec Faurecia, qui appartient un équipement anti-automobile. Un équipement, voilà, donc qui appartient à Moving On. Il y a un peu plus d'un an et demi, c'était au début de 2020, au CES de Las Vegas. On a présenté un véhicule du futur dans lequel, parce qu'on imagine que le véhicule va être autonome un jour, on peut avoir des expériences à valeur ajoutée dans un véhicule. Alors c'était plutôt une voiture, mais on peut imaginer la même chose dans un train ou dans un avion. Aujourd'hui, quand on prend une voiture, on ne peut pas faire grand-chose. On peut écouter la radio, c'est bien, c'est de l'information, de la musique, mais on ne peut pas faire autre chose. Mais par contre, quand on va dans un avion, on a un catalogue de films un peu à la maman-papa, c'est-à-dire un peu à l'ancienne, donc un catalogue que je choisis. Je n'ai pas mes services de divertissement, je n'ai pas mes news. Bon. Alors, pourquoi ne pas concevoir un endroit où, que ce soit mon véhicule ou un véhicule public, quand je rentre dans le véhicule, je suis reconnu en tant que Carlo, Quentin, Laurine, et mes services digitaux me rejoignent dans le véhicule. Donc ma chaîne de news, ma chaîne de divertissement, mon travail, et je choisis ce que je fais. Et quand je suis dans une voiture, je descends dans la rue, je prends un véhicule, quel qu'il soit, mes services arrivent avec moi. Je suis dans un transport en commun pour aller à Marseille, mes services arrivent. Je suis dans un avion, les services arrivent. Et d'ailleurs, dans le parcours, si j'ai choisi de voir une série télé, eh ben je vois l'épisode 1 et 2 dans le bus de la RATP et je vois l'épisode 3 dans le véhicule autonome de Faurecia. Voilà comment on peut concevoir la mobilité. Juste un autre exemple parce que l'avion, on a beaucoup parlé. On a lancé un partenariat important avec Amadeus. Amadeus, c'est 2 milliards de voyageurs dans le monde. C'est la moitié des voyageurs dans le monde. Le système de réservation. C'est le système qui a derrière toutes les compagnies aériennes du monde. Nous sommes justement en train de réfléchir. La nouvelle génération et le Covid nous ont appris quoi ? Que les gens, ils regardent le moment du choix avec un œil différent. Ils veulent plus d'informations, ils veulent mieux comprendre et mieux prévoir ce qui va se passer. Alors, on est en train de réfléchir, quels sont les services pour les gens qui vont reprendre l'avion, parce qu'on a tous envie, bien sûr, de voyager, mais quels sont les services qu'on peut leur apporter donc, au moment du choix, au moment du voyage, au moment de la résidence dans la ville ou dans la région où on est allé, et quand on revient. C'est tout un parcours. Et la sustainability, la responsabilité, enfin, il y a tout un tas de sujets où il faut ajouter des services à l'intérieur de ces réservations et permettre aux nouvelles générations de dire « Ok, je fais ce choix-là, mais je sais pourquoi je le fais, je sais quel est l'impact, et je sais... Voilà, je raisonne sur pourquoi je choisis telle chose plutôt qu'une autre. Tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais c'est des chaînes de valeur qui vont se construire. Florent Ménégo, qu'a suscité chez vous les propos qui ont été tenus par nos 2 représentants, Laurine et Quentin, de la génération Z? Oui, alors comme Carlo, moi j'ai beaucoup apprécié, j'étais très impressionné par le niveau de maturité des sujets. Alors moi j'ai plein de réflexions qui me sont venues en vous écoutant. La première, c'est que le temps, finalement, il est élastique. Et quand j'ai l'impression de perdre du temps quand au moment d'un déjeuner, j'ai besoin d'avoir un déjeuner efficace et je souhaite acheter ma nourriture très rapidement. Et puis le moment de convivialité dans lequel je suis avec des amis et je gère un moment de convivialité. Donc ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion sur le temps, il ne faut pas le subir. Il faut ce que j'entends, hein, c'est qu'on veut tous d'ailleurs vivre son temps. On veut pouvoir le gérer comme on veut et pas le subir. Deuxième réflexion, c'est qu'on parlait d'un problème complexe. La mobilité, c'est un sujet complexe, surtout si on veut travailler sur meilleure mobilité qui rend les choses plus accessibles et en même temps qui a beaucoup moins d'impact. Pour faire ça, c'est compliqué. Donc, il faut aussi des règles du jeu internationales. Une proposition de taxe
c'est probablement un chemin possible. La question, c'est est-ce qu'on paye le transport à son juste coût? Est-ce qu'on paye l'impact correctement? Aujourd'hui, ce n'est probablement pas le cas. Maintenant, est-ce qu'il est juste de faire payer tout le monde de la même manière? Ça, c'est aussi une réflexion qu'on doit avoir. Donc, Movinand sert à ça, c'est à faire rapprocher ces problématiques et à mettre en place les différents acteurs qui vont pouvoir eux-mêmes essayer de définir ensemble les solutions qui vont permettre de résoudre ces questions. Mais j'ai plein de réflexions, mais je ne veux pas accaparer le temps de parole. Merci Florent Menegaux. Peut-être pour terminer, Laurine et Quentin, bon, ça va être un peu une question un peu bateau, mais on a envie de s'inspirer de votre génération, parce que c'est vrai que nous, on appartient à une génération qui, même si elle avait fait quelques progrès quand même en matière de préservation de la nature, n'a pas fait l'essentiel, c'est sûr. Enfin, il faut savoir quand même, juste petit détail, qu'à l'époque, une génération encore avant la nôtre, quand on faisait la vidange de sa voiture, ça partait directement dans le sol. Hein. Il faut quand même se souvenir de ça. Ça impactait la nappe phréatique directement. Bon, Dieu soit loué, on en est très très loin. Mais dans un monde idéal, Laurine, dans un monde idéal de mobilité idéale, douce ou pas douce, hybride ou pas, en voiture ou en transport en commun, votre génération, vous, à titre personnel, vous rêvez de quoi? Une mobilité partagée. Donc les transports en commun, ça en fait totalement partie, en résolvant évidemment des défis de sécurité des personnes, des biens, de propreté, et également de confort et peut-être de confort de trajet. Mais en tout cas, une mobilité partagée, que ce soit à travers les transports en commun, même à travers les voitures, pourquoi pas. Une mobilité plus propre, évidemment. Je dirais également plus silencieuse, parce qu'il faut savoir... le bruit est une pollution. Voilà, et l'Agence européenne de l'environnement a mesuré 12 000 décès prématurés en Europe à cause du bruit, simplement. Donc c'est vrai que dans un monde idéal, la mobilité serait plus silencieuse et effectivement une multimodalité qui nous permette finalement de nous adapter aux conditions extérieures et à nos propres conditions. Voilà. Et la voiture, pas totalement rejetée, mais certainement une voiture bien plus propre. Avec quand même, je trouve les questionnements sur les terres rares, les métaux qu'il faut utiliser, la durabilité réelle d'une voiture électrique, etc. Et une voiture partagée et une voiture aussi, pourquoi pas, à l'usage. Donc, au lieu de posséder une voiture, c'est ce qu'on dit aussi, l'économie de la possession, l'économie de l'usage, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment redéfinir. Et dernier point, sur la ville à 15 minutes, je trouve que c'est une bonne chose pour les besoins essentiels, mais je trouve que la jeunesse a besoin d'élargir ses horizons. Et du coup, pour moi, une ville tout à 15 minutes, ça même la culture, c'est un peu trop fermé. Oui, ça ressemble un peu au confinement et au couvre-feu. Je parle d'expérience, je parle d'expérience. Donc je pense que c'est quand même important de continuer à avoir la possibilité de voyager, mais sans culpabiliser. Quentin Mauduit, la mobilité rêvée. Rêver, en fait, c'est effectivement donc, un des 5 constats, c'était la frugalité. Et en tout cas, pour ma part, c'est vraiment ça l'idée aussi, c'est que l'électrique pour l'électrique, moi, je ne le vois pas comme une solution à tout. C'est-à-dire, ce n'est pas une solution miracle. Il faut réfléchir, est-ce que appliquer de l'électrique à tel ou tel véhicule, est-ce que c'est pertinent? Et il y a tout un tas de véhicules qui aujourd'hui sortent sur le marché. Je me pose la question de leur pertinence. Je me dis, est-ce que moi, je suis touché par ça? Non. Et si c'est pour en fait juste remplacer un moteur thermique par un moteur électrique, sans changer l'usage du véhicule, je crois qu'on ne s'en sortira pas. Enfin, je crois que ça ne marchera pas, ni économiquement d'ailleurs, ni même de manière environnementale. D'où l'idée de rationaliser l'usage des batteries électriques à des outils de mobilité pertinents et vraiment efficaces, comme les vélos électriques. Donc là, je viens par exemple, de manière très, très concrète, je viens d'être locataire là, pendant 6 mois avec le service Véligo d'un vélo électrique pour faire pas loin de 20 km par jour. 10 km aller, 10 km retour à Bologne, en tout cas dans l'ouest parisien. Là, le vélo électrique a un outil, a une pertinence. Mais remplacer tous les vélos par des vélos électriques pour faire 2 km, je ne sais pas si c'est pour juste rouler sur route Rivoli, qui est bien plate pendant 3,5 km. Est-ce que l'électrique ici a une pertinence? Je doute. Donc je suis vraiment attentif, en tout cas, dans le monde rêvé, c'est vraiment l'aspect électrique, mais peut-être pas partout et tout le temps. Carlo Purosanta, un mot pour conclure et ensuite la conclusion de Florent Menegaux. Le confinement nous a fait souffrir, mais moi je n'oublierai jamais le confinement total qu'on a eu et comment Paris, dans lequel on habite,
s'est transformé. Des terrasses avec du verre autour, pas de bruit, un ciel clair. Moi, je préfère ce Paris-là. Des animaux qui, parfois, en province, ont réinvesti la ville. Moi, j'ai 2 chiens. Je peux vous dire que mes chiens, ils étaient plus heureux pendant le confinement que maintenant, parce qu'ils n'aiment pas les voitures, alors que quand il n'y avait pas de voiture... des animaux sauvages aussi. On a vu des cerfs, on a vu des chevreuils, des renards revenir dans les rues. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir... moi, je suis dans l'innovation. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est une innovation qui permette aux Movit, aux Xikar, Volocopter, aux Forestia, aux Michelin, aux Airbus, au RATP, d'imaginer toutes ces mobilités, de fournir des services appropriés pour ce qu'on doit faire et avoir des villes qui sont plus vivables, que ce soit 15 minutes ou 50 ou 2 heures, que quand je vais dans un endroit, ça soit un endroit à dimension humaine, voilà, pas à dimension d'une voiture ou du bruit ou de la pollution, à dimension humaine, qu'on puisse vivre bien dans les villes qu'on habite. Florent Ménégo, mot de la fin pour vous, président de Michelin, une ville à dimension humaine, oui. La route partagée à dimension humaine. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce débat que j'ai trouvé extrêmement inspirant et extrêmement positif sur le fond. Et je voulais simplement dire que moi, je suis fondamentalement optimiste. Je pense que nous avons tous les moyens de faire du progrès. Et le progrès dans la mobilité est essentiel. La mobilité est vecteur de progrès. La deuxième réflexion que j'aurais en synthèse, c'est qu'on parlait de la ville à 15 minutes. Mais bien sûr, il ne faut pas dire que le monde se résout à 15 minutes. Le monde, il est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir effectivement la possibilité de faire des choix. Et on est dans le monde du « et » pas dans le monde du « ou ». Et à partir du moment où on oppose des choses et où on dit, finalement, vous n'avez pas le choix, c'est ou ça, ça devient compliqué. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la technologie, je pense qu'avec la réflexion commune qu'on doit avoir entre le monde politique, la vie civile et la vie économique, on doit être capable de résoudre tous ces problèmes-là et d'être dans un monde inclusif, le monde du « et » pas dans le monde du « ou ». Merci beaucoup Florent Ménégo, merci à Carlo Purasanta, merci Laurine, merci Quentin d'avoir partagé avec nous ces rencontres de l'hémicycle. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro, une prochaine émission des rencontres de l'hémicycle. À très bientôt.